Oh là là! Décidément, je vieillis de jour en jour. Regardez comme j'étais petit. Imaginez qu'avant d'être l'un de ces piliers robustes dressés là devant vous, je fus un gland fragile. Et oui, un pauvre petit gland perdu dans la forêt toute proche, tombé sur le sol humide de cet automne 1061. Je me souviens qu'à cette époque, des bois épais couvraient toute la région. Renaud de Hodey, riche seigneur des environs, avait fait don de son fief de Melay à l'abbaye de Marmoutier. Il pensait ainsi acquérir les grâces divines. Les moines de Marmoutier prirent donc possession de leur nouveau domaine de Melay. Adieu le calme de la forêt. Les bois se défrichent, les clairières s'agrandissent. À Melay, une chapelle et un prieuré sont établis. L'abbé Albert s'applique tout particulièrement à l'exploitation comme à la défense du prieuré rural de Melay, désormais agrandi, des bois de Sapaillé et du fief de Chizay. Ces nouvelles acquisitions accaparent désormais tout l'intérêt des bénédictins. Maintenant, je peux grandir paisiblement. Ainsi, notre adolescence s'écoule, rythmée par les saisons et les rumeurs des travaux agricoles. Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Écoutez ces bruits. Notre tranquillité doit-elle s'arrêter en 1220? Mais non, je ne rêve pas. On abat mon père, mes oncles et tous ceux de leur génération. C'est affreux. Quelle en est la raison? Ne t'inquiète pas, petit. Pour nous, les grands chênes, l'idée de mort est toute relative. À nos âges, si l'abattage est bien conduit, la mise en œuvre judicieuse, ce n'est pas une mort, mais une nouvelle vie qui s'offre à nous. Et dans le cas présent, nous n'avons rien à craindre. N'oublie pas que Melay est dirigé par Hugues des Roches, homme d'initiative et de progrès, l'un des plus distingués abbés de Marmoutier. Il prend soin de développer les entreprises agricoles dépendant de l'abbaye. Il laisse les témoignages les plus brillants de son génie organisateur. D'autre part, l'abbé Hugues a pour collaborateur et ami un architecte éminent, Étienne de Mortagne, auquel doit revenir l'admiration que nous inspirent ses œuvres. Ça y est, je comprends. Ils construisent une ferme fortifiée. Il y a bien des locaux, mais ils deviennent insuffisants pour l'exploitation agricole en plein essor. La ferme de Melay exige maintenant des bâtiments plus importants. La peur suscitée par les luttes seigneuriales oblige les moines à assurer les provisions et le bétail sous une bonne fortification bâtie à chaux et à sable. On se souvient des hostilités entre les maisons de Blois et d'Anjou, dont l'enjeu était la Touraine. Même le passage des Normands n'est pas oublié. Qu'adviendra-t-il si la guerre déferle à nouveau?
Seule une ferme fortifiée pourra résister aux turbulences des armes. Melay est donc entouré d'un mur, haut de 20 pieds, épaulé de puissants contreforts et pourvu d'un chemin de ronde. Des douves sont creusées pour compléter la défense. Pour marquer l'entrée, un porche monumental apparaît, ouvert d'une triple archivolte en plein cintre. Au-dessus de la voûte s'élève une véritable tour carrée à 2 étages. Elle est couverte d'un toit à double rampant orné de hauts fleurons de pierre. Sur la façade ouest, au-dessus de la porte, une belle fenêtre géminée couverte d'un arc en tiers-point éclaire la salle du premier étage, qui prend jour à l'est par une autre ouverture également en arc brisé mais plus simple. Au sommet du pignon ouest, une rosace est sculptée. Au nord de l'édifice se dresse un tuyau de cheminée en pierre cylindrique. Dans un même temps, en face, de l'autre côté de la cour, à environ 70 mètres, une grange se construit. On y pénètre par une porte cintrée, surmontée d'une archivolte et d'un gable élevé ajouré d'une baie. De chaque côté, un oculus et une fenêtre accompagnent cette porte. Comme au portail, le pignon est orné d'épis de pierre sculptés. Cette grange, dont la destination n'était pourtant que de recevoir des récoltes, est conçue presque à la façon d'un bâtiment religieux. En effet, longue de 60 mètres et large de 25, elle est divisée en 5 nefs de 13 travées par une quadruple rangée de piliers en cœur de chêne supportant la charpente. Et cette structure n'est pas sans évoquer celle des églises romanes, bien qu'il ne s'agisse ici que d'architecture civile. En 1218, voici donc achevée cette ferme modèle, capable de produire et d'engranger les provisions, tout en se protégeant des assauts extérieurs. « 120 années s'écoulent dans le calme et la paix. Et pendant ce temps-là, en lisière de forêt, nous, les chênes, grandissons toujours. Mais que vois-je à présent? Quelle grande animation! Le portail est ouvert. Les hommes vont et viennent. On sort le bétail, on ouvre les celliers. Ma parole, c'est le grand inventaire. Toute chose est contrôlée. Ce sont des provisions en blé, seigle, avoine, fèves, haricots qui remplissent les greniers. Le régime alimentaire ritualisé des bénédictins impose de produire avant tout des céréales pour le pain et du vin. On ne compte pas moins de 16 muids et 4 setiers de froment, ou environ 300 hectolitres, autant de fèves et 24 hectolitres de haricots. Cette quantité considérable de céréales est en rapport avec les provisions de vin. Dans les celliers, on en dénombre 43 pipes. La pipe est une mesure fort usitée en Touraine, contenant 2 poinçons
ou environ 500 litres. Quant aux bestiaux, cette source de prospérité des maisons des champs, ils sont fort nombreux. 26 bœufs de labour, 2 taureaux, 6 vaches et leurs veaux, 100 porcs et 150 brebis. Cet inventaire de 1321 fait bien état de l'importance agricole de Melay. Derrière ces murailles, qui la protègent au moins des pillages ordinaires, la ferme de Melay engrange ses récoltes sans perte ni dommage, permettant ainsi un essor régulier de la production au fil des ans. Hélas, le calme tant nécessaire à pareil épanouissement allait être rompu par les fureurs guerrières. Édouard III d'Angleterre prétend avoir des droits sur la couronne de France, mais Philippe de Valois l'emporte sur Édouard. Il est proclamé roi de France en 1328. Pour l'anglais, c'est l'affront. Commence tumulte, trouble, pillage. C'est la guerre de 100 ans. De plus, la peste noire désole le pays. Les gens meurent par milliers. Passent encore 3/4 de siècle et de ravages. Les Écossais, alliés du dauphin Charles, avaient vaincu les Anglais au Grand Baugé 6 mois plus tôt. Mais, mal payés, ils vivent sur le pays et commettent des excès. 1422, nous sommes le 13 septembre. Demain, c'est la Sainte Croix. La nuit tombe à Melay, plus noire que d'habitude. Dehors, c'est le tumulte, les cris, les coups. Un bélier est porté, les chocs sont répétés. Craquement sinistre, cette fois, les portes cèdent. Les pillards s'engouffrent à la lueur des torches. Tout est sorti, tout est pillé. On se saoule, on égorge les bêtes, on massacre les gens. Un feu est allumé. Non, ce n'est pas possible. Mon Dieu, je crois rêver. La grange brûle. Au matin, tout est consumé. La charpente, avec les grains, les futailles, les fourrages. Il ne reste plus que les murs. Non sans peine, au milieu des ravages de la guerre, l'abbé Guy de Lure parvient à trouver les sommes nécessaires pour réparer les dommages. On va reconstruire la charpente. Nous, les chênes, qu'allons-nous devenir? Serait-ce mon tour? Eh oui. Des compagnons charpentiers, dans l'excellence de leur art, choisissent les plus beaux arbres dans les forêts de l'abbaye. Je suis marqué. Ils vont m'abattre. Déjà, la cognée frappe le tronc. Je ne résisterai pas longtemps. Je vacille. C'est l'abattage. Puis viendra l'équarrissage et l'assemblage en 5 nefs et 13 travées, merveille qui va traverser les siècles. Au temps des troubles du XVIe siècle, la ferme de Melay n'est pas aussi bien cultivée qu'elle a coutume de l'être. Mais les bâtiments, dont nous, piliers, faisons maintenant partie, n'ont heureusement pas à en souffrir. Désormais, peu de vicissitudes. Des religieux, mais surtout des laïcs, cultivent le domaine. Les temps sont durs et incertains. Les moines préfèrent louer la ferme à bail plutôt que de la faire valoir directement. Des dégradations progressent petit à petit. Heureusement, les bénédictins ont un culte pour cette cathédrale des blés. Ils trouvent de l'argent. Et en 1779, il consacre à l'entretien des murs
des charpentes et du toit, pas moins de 9000 livres. Mais 1789 approche. Des rumeurs inquiétantes planent dans les campagnes. Des craintes m'envahissent. Je frémis. Devrais-je à mon tour devenir flamme, comme mes ancêtres ici même, il y a 3 siècles et demi? Je n'ose y penser. Et voici la révolution. La saisie des propriétés du clergé. La vente des biens nationaux. Plus de moines à Melay. Le 19e siècle, après partage du domaine en 1791, fut la ruine de la belle exploitation. Le colombier fut détruit. J'eus grand peur. Peu s'en fallut que je ne disparus à jamais avec cet ensemble modèle de l'architecture rurale du XIIIe siècle. 1939. Nous sommes classés monument historique, tout comme la grange, bien entendu. Le portail et les murs l'avaient été auparavant. 1944. À Melay, c'est la guerre à nouveau. Bien différente de celle que j'ai connue jadis, mais bien plus effrayante aussi. Des bombes explosent dans les bois proches. Ce qu'il restait du prieuré disparaît à jamais. Tuiles et ardoises volent en éclats. Mais sont épargnés par miracle la grange, le portail fermant l'enclos et la claire ceinture des murailles. Après avoir abrité pendant des siècles une vie paysanne intense, Melay connaît aujourd'hui un nouveau destin. Étrange mutation que celle de cette grange à destination agricole, devenue salle de réception, salle de spectacle ou salle de concert pour servir la musique de la plus haute qualité. En effet, chaque année, au jour de la Saint-Jean, c'est l'ivresse des fêtes musicales. Le son des cordes, des voix, des bois, des cuivres jubilants emplit la grange pour notre plus grand plaisir. Et maintenant, regardez-nous. Nous sommes piliers, là, devant vous. Ainsi s'achève mon histoire. Laissez-moi retourner à mon lointain passé, car je sais ce que vous pensez. Un pilier ne parle pas, mais un pilier peut faire rêver.